Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure au cours de laquelle nous allons développer des thématiques assez sensibles, mais par la même occasion sensibiliser les populations africaines du monde entier autour des sujets sur l'économie, les nouvelles technologies de l'information et de communication, les fondements de la science moderne et traditionnelle, mais par-dessus tout, l'histoire et les cultures africaines. Dans cette édition, Actualité oblige, nous allons parler de santé pour faire comme tout le monde, mais sur un pan beaucoup plus décalé, afin de tenter de comprendre tout ce qu'il se trame autour du Covid-19. Installez-vous confortablement, ça commence tout de suite. Pour les habitués de cette chaîne, c'est la toute première fois que nous produisons une émission en langue étrangère sur Hausa Fulani Radio International. Ceci dans le but d'élargir la cible. Mais pas de panique, nous avons conservé notre ligne éditoriale qui est celle de mettre en avant le potentiel afro-africain. Évidemment, pour répondre à toutes les questions qu'on s'est posées, un invité et consultant permanent pour cette émission, Pile et Face. David Toto, un chercheur polyvalent, indépendant, mais surtout un penseur libre. Bonjour David. Bonjour Chouaïbou. Et bienvenue dans Pile et Face. Merci mon très cher frère et ami Chouaïbou. Comme vous l'avez dit, la chaîne conserve sa vision et ses principes fondamentaux de base, oui, à savoir édifier les populations africaines à travers une revisitation complète de l'histoire et de la culture. Ces deux éléments fondamentaux qui sont la base même de la civilisation, ça il faut le dire. Ouais. Et surtout lorsque nous savons, et nous allons le dire, nous en sommes fiers et nous le martelons, que le premier homme aujourd'hui, c'est attesté, c'est su de tout le monde et c'est accepté de tous, ouais, est né d'Afrique et voilà, vient d'Afrique. D'accord. Ok, le sujet aujourd'hui concerne la santé parce que, comme dans l'introduction, c'est l'actualité partout dans le monde. On parle de Covid-19 partout. Nous, on va entrer directement dans le vif du sujet concernant cette pandémie qui gangrène le monde entier. Et depuis l'avènement du coronavirus en Afrique, le Cameroun avait pris quelques mesures, pour être plus précis, 13 exactement. Et puis depuis ces mesures, c'était des mesures préventives bien sûr, et depuis le 13 avril 2020, ces mesures ont été renforcées par le port généralisé des masques ou bien des cache-nez dans les lieux publics. On va revenir sur le chiffre 13 plus tard dans l'émission. Mais au vu du comportement de la population camerounaise, à votre avis, est-ce que l'effectivité de cette action est-elle juste une formalité ou un formalisme, selon vous? Je tiens tout d'abord à rassurer les uns et les autres. Le coronavirus est une pandémie. Oui. C'est une maladie et elle va passer. Je viens ici ce matin pour apaiser les uns et les autres, pour dire aux populations, pas seulement camerounaises, mais au monde entier, que la maladie va passer. Je me suis un peu amusé à décortiquer le mot. On dit coronavirus. Quand on dit corona, on dit, d'après mes toutes petites recherches que j'ai faites, je dois faire une apostrophe en disant c'est la première fois qu'il y a une actualité qui bat autant le plein et que je ne me penche pas tellement sur la question, que j'en regarde un peu distant. Oui. Mais ils ont dit corona, ça vient du mot couronne. Et lorsqu'on dit couronne, une couronne, c'est le symbole du pouvoir, du chef, de la royauté, tout oui, ça. Et lorsque nous effectivement, de temps en temps, quand on parle de cette maladie, on entend toujours le mot comme le roi et tout ça qui reviennent toujours, voilà. Sans bien qu'on l'explique. Donc, et lorsque nous voyons les manifestations de la maladie, elle se comporte comme le roi, comme un roi. Mais maintenant, quelque chose d'extraordinaire, c'est le nouveau roi. Ça veut dire toutes les actualités ont été balayées d'un revers de la main. Et partout où vous passez, ce n'est que coronavirus. Alors moi, je tiens à dire aux uns et aux autres, et que ce message touche toutes les personnes qui vont nous écouter. Et celles qui ne vont pas nous écouter, j'ai envie de dire que ce message réveille même les morts qui ne sont pas réellement morts. Et apporte la paix aux morts qui n'ont pas de paix jusqu'ici. Le coronavirus
en abrégé Covid-19 va passer. C'est une maladie comme les autres et ça va passer. Et les gens vont vivre parce que c'est ça la vie. Ça, c'est D'accord, la première chose que je tenais à dire. d'accord. Maintenant, en ce qui concerne l'effectivité des mesures, comme vous allez dire, Oui, pour ma part, jusqu'ici, les mesures sont effectives. Je tiens à dire que j'apporte, en tant que jeune citoyen camerounais, tout mon soutien à l'État du Cameroun d'accord. pour ce qu'elle fait. Mhm. Personne au monde n'avait prévu la maladie. Ça, c'est vrai. Alors, la maladie, elle arrive comme ça et l'État est obligé, se voit dans l'obligation de répondre de manière prompte. Donc, le ministre énonce des mesures rapidement. L'État, voilà, il faut prendre des mesures. Et maintenant, moi, je dis, lorsque le ministre énonce ces mesures-là et que le 13 avril, comme vous avez dit, on passe dans les lieux publics au Cachemire, il faut déjà dire que, il faut déjà saluer la réaction de l'État. Oui, Maintenant, ces mesures et tout ça qui sont énoncées, moi, je vais, en termes de formalisation, de formalité, je vais dire que je suis dans ce que je peux appeler un temps d'acclimatation. Qu'est-ce que j'entends c'est-à-dire, voilà. par temps d'acclimatation? L'État du Cameroun, ça veut dire les populations, les institutions, les instances et tout le reste des organes, avaient une manière de fonctionner avant la maladie. Oui, On avait un mode de fonctionner, une manière de se comporter. Alors, lorsque la maladie arrive comme elle arrive là, et fait tous les dégâts et les ravages qu'elle fait, il y a des mesures qui sont prises. Ces mesures-là, du jour au lendemain, c'est pas un claquement de doigts ou un tour, c'est pas un tour de baguette magique. Nous ne sommes pas dans un conte de feu dans Harry Potter, non. Que ces mesures-là seront directement implémentées. oui. Donc, il y a un temps que ça va prendre. Le temps que les uns et les autres, très rapidement, puissent Oui. déjà prendre le pouls et Mhm. eux-mêmes se mettre au pas. Oui. Donc, moi, je ne pense pas que c'est une formalité. D'accord. Et parmi ces mesures, il y a, je ne sais pas si c'est une loi ou si c'est un décret qui réprimande les personnes qui ne portent pas le masque. Et puis, selon, je crois, ce décret ou bien cette loi, l'amende de 6 000 francs. Et on a observé des policiers, des gendarmes, de temps en temps, parfois quand ils prennent des personnes qui n'ont pas ce masque, ils leur demandent de payer 6 000 francs. À votre avis, est-ce que c'est normal? Euh, le Cameroun est un état de droit. Et Oui, comme tout pays dans le monde, ça veut dire une loi. Nous ne pouvons pas être face à une actualité comme celle-ci et les uns et les autres se permettent de jouer les enfants. Lorsque l'État prend cette mesure-là, c'est pour pouvoir réagir, c'est pour pouvoir contrer la maladie. oui. Donc, je vais essayer d'en appeler à la citoyenneté de tout un chacun. Il faut respecter les mesures que l'État a Oui, prises. d'accord, d'accord. On est d'accord pour les mesures. C'est préventif, bien sûr. Mais le problème, c'est celui-ci. Il y a des personnes qui n'ont pas réellement les moyens de se procurer ce masque. Au lieu de leur demander plutôt de payer 6 000 francs d'amende, pourquoi ne pas leur offrir un masque, par exemple? Bon, Je vais dire, puisque tout dernièrement, le président de la République, il a fait un don. Pourquoi ne pas, dans ce don-là, mettre les masques à disposition de la population gratuitement? d'accord. Je vais d'abord je vais tout d'abord sourire. Tout D'accord. à l'heure, vous avez dit il y a l'amende. Comme je disais tantôt, lorsque une loi est énoncée, elle est promulguée, elle est énoncée, il y a ce qu'on appelle des mesures coercitives. La diplomatie dans le monde entier fonctionne comme ça. Et c'est en ça qu'on dit que l'État, on dit, le gouvernement dit 6 000 francs d'amende. Mais que nous soyons d'accord, je veux rassurer une fois de plus les populations. D'accord. Ceux qui sont dans les instances de sécurité de notre pays, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos parents. Donc, vous allez m'excuser, mais ne pensez pas que c'est de gaieté de cœur qu'on va mener certaines actions ou c'est de gaieté de cœur qu'on va prendre certaines décisions. Nous sommes face à un problème d'ordre international et il faut réagir. Et la réaction doit être à hauteur du problème que nous avons en face de nous. Ouais. Vous avez dit tantôt, oui, c'est vrai, les gens n'ont pas des possibilités Comme d'avoir disait les encore le masques. président de la République, Mais à situation globale, mesure globale. effectivement, mais il faut avouer que ici quand même à notre niveau, il y a des masques qui sont apportés des uns et des autres. Oui. Il y a des tailleurs qui font des masques là, 200, 300, 500 francs. Et justement, par rapport à ces masques, selon vous, est-ce que lorsque vous observez, parce que la question, vous revenez bien sûr à la question qui avait été posée, que je vous ai posée au départ, celle de savoir, est-ce que, au vu des comportements des Camerounais, Oui. parce que là, on parle uniquement du Cameroun, est-ce que vous pensez que les personnes qui fabriquent ces masques et celles qui portent, est-ce qu'elles respectent la réglementation autour de ces masques? Est-ce que c'est réglementé déjà?
Oui, je pense que les personnes respectent la réglementation. Peut-être ça aura l'air à contrario ce que je dis, mais je vais m'expliquer. D'accord, allons-y. Les masques, il y a une portée économique là-dedans que nous ne pouvons pas nier. C'est un fait, c'est là devant nous. On disait comment en une journée, s'il faut changer le masque, c'est 2 ou 3 fois. Oui, ça c'est pour les masques à utilisation unique. Voilà, pour les masques à utilisation unique. Oui, Bon, vous voyez donc que si il faille que la majorité rentre dans l'utilisation des masques à usage à unique. usage unique, ça va devenir très compliqué. Trop. Si je prends ma calculatrice, je mets un certain taux pour les masques justement à utilisation compliquée, à utilisation unique, nous savons que ça vient des laboratoires et tout ça. Il s'est fabriqué d'une certaine manière et voilà. Ouais. Maintenant, le Cameroun, dernièrement, il y a eu un rapport où 2 pays en Afrique ont été classés parmi les pays les plus résilients en termes d'économie. Lorsque vous avez une économie comme le Cameroun qui est dans une phase de résilience qui aujourd'hui n'est plus adoptée, n'est plus approuvée, et il y a un ensemble de pratiques, si je peux dire ça comme ça, Mhm. qui ma foi, pour moi, sont légales. Parce que c'est grâce à ça que l'État tient. Si l'État du Cameroun tient depuis 10 ans, si je prends juste la période 2010-2020, c'est par rapport au secteur informel. Moi, je salue le fait qu'aujourd'hui, il y a des tailleurs qui puissent nous faire des masques et ils nous vendent à 200, 300 francs maximum, 500 francs. Oui. Ça permet le soir de laver et d'utiliser son masque pour la journée. Encore que je veux voir qu'en termes de résistance, ces masques-là sont résistants. Très bien. Mais est-ce que pour sortir de cette question, pour vous, on a observé que ces masques, je reviens toujours là-dessus, pour que les gens comprennent mieux comment utiliser ces masques-ci. Parce que euh, un tailleur qui fabrique le masque et vend, euh, la personne lambda qui vient l'acheter et qui prend directement et la porte et le porte, est-ce que c'est hygiénique Même le vêtement, lorsque vous l'achetez au marché, il est fort conseillé d'abord de le laver à la maison, de le sécher, de repasser? de repasser même, et Mhm. avant de laborer. Toutes ces étapes-là, vous voyez, chaque chose a sa place. Lorsque vous lavez, vous désinfectez, et Mhm. ça passe à l'eau, vous purifiez ce que vous avez. L'eau, bon, en Ouais. tout temps, nous le savons. Maintenant, l'action du soleil qui va sécher votre masque va également contribuer à davantage désinfecter, sécher, de même Mhm. que l'action de repassage avant de le porter. Mhm. Donc, vivement, nous conseillons aux uns et aux autres de passer par là lorsque vous avez des masques que vous prenez chez des tailleurs ou que Mhm. vous achetez en route, passer par là. Ouais. Et maintenant, chaque soir, lorsque vous rentrez, de laver votre masque. Maintenant, autre chose Et aussi, à votre avis, vous recommandez aux gens qui utilisent les masques fabriqués localement d'en avoir au moins combien? Parce que euh, normalement, il faut changer de masque, même si bon, c'est du coton. Bien sûr, oui, les même tissus qui si, sont utilisés, c'est du coton. C'est lavable et tout. Et bon, puis, je pense si quelqu'un peut se faire 4 masques en utilisation, ou mhm, peut-être comme je disais avant, 4 ou 7 masques, je dis mhm. lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui. Bon, Parce que, c'est une première pour dire chose. vrai, en réalité, sur le terrain, il y a des personnes qui ont le même masque depuis plus d'une semaine, le même Non, masque bien sale. On, non, on les voit. non. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens de personnes? Justement, c'est ça que je... Est-ce que vous pensez que le gouvernement communique assez dans ce combat-là pour amener les gens à comprendre la gravité de cette maladie? Aussi bien que on a observé que en Afrique, le taux de contamination et de propagation de cette maladie-là est relativement faible. C'est vrai, mais est-ce que c'est suffisant? La communication qui est faite autour, c'est suffisant, à Je votre avis? pense pour ma part que le gouvernement communique assez, fait tout ce qu'il peut faire. Je vais ici lancer un appel global à la responsabilité, à la responsabilisation. J'évoquais tout à l'heure la période 2010-2020, 10 ans. Mhm. Et si je prends pour le cas du Cameroun, nous avons traversé et nous continuons de traverser un ensemble de crises qui, économiquement parlant, politiquement parlant, ne nous mettent pas fort aise. C'est pour dire que nous ne sommes pas dans de beaux draps. Et au Cameroun, il y a une tendance à croire que l'État est super puissant, est, je ne sais pas, une sorte de grand Manitou qui en un claquement de doigts fait tout. Non, 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 Oui. non. Je renforce mon appel. J'appelle à la responsabilité et à la responsabilisation. Que vous soyez pousseur, que vous soyez militaire, que vous soyez médecin, que vous soyez avocat,
que vous soyez vendeuse d'avocats ou de bananes à la rue, j'en appelle à la responsabilisation. Je vais même plus loin, que vous soyez élève, que vous soyez enfant, que vous ayez, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, 9 ans, j'en appelle à la responsabilisation. L'État du Cameroun, c'est toi, c'est moi, c'est nous pris ensemble. Alors que les uns et les autres essaient d'être un peu responsables et prennent la mesure la mesure de la chose. D'accord. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Chacun doit faire sa part. D'accord. Ok, pour continuer dans la lancée, tout à l'heure vous parliez d'économie, parce que vous avez parlé d'économie dans le sens de la fabrication de ces masques génère beaucoup d'argent et tout. Et puis, on a observé une concurrence économique et médiatique qui s'est installée entre les puissantes nations. On va parler de la Chine et des États-Unis. Depuis un certain temps, ils ont un contentieux sur l'origine de ce fameux virus et qui, semble-t-il, serait né dans un laboratoire de Wuhan. Et il y a quelques jours, Donald Trump a décidé de ne plus donner le fonds à l'OMS parce qu'il estime que l'OMS est complice avec la Chine parce qu'ils ont caché certaines informations. Est-ce que selon vous, il y a une vérité qu'on veut déjà nous dire concernant cette maladie? Quelle serait l'issue de cette guerre entre la Chine et les États-Unis? Une vérité qu'on voudrait dire, j'ai envie de rire tout d'abord. Rire parce que, voilà, le monde entier est face à une pandémie, un problème sérieux. Et aujourd'hui, il y a une guerre sur l'instance qui aurait propagé la maladie. Vous voyez à quel point ça nous démontre le non sérieux d'un ensemble de personnes. Et moi, je vais critiquer d'abord ça. Ça démontre le non sérieux. Aujourd'hui, lorsque le président américain pointe du doigt le laboratoire de Wuhan qui est en Chine, mais aux États-Unis également, il y a des laboratoires. Et je n'ai pas fait beaucoup de recherches là-dessus, mais j'ai vu que dans ce laboratoire de Wuhan en Chine est stocké le virus Ebola. Et c'est pas seulement le virus Ebola si on va plus loin. Mais maintenant, tirer sur la Chine à bout portant, c'est facile. Dans quel pays occidental et tout ça, il n'y a pas de laboratoire? Et qu'est-ce qu'il n'y a pas comme virus dans ces laboratoires-là? Qu'est-ce qu'on y expose pour on ne cache pas? Et c'est pour faire quoi après? Et après, à dessein, c'est une très bonne question. C'est pour faire quoi? Moi, j'ai un froid dans le dos lorsque je pense que dans un laboratoire, on garde un virus. Et de savoir que ce virus-là fait rage quelque part. Oui. Que ce virus-là a tué des gens. Parce et que ce virus peut s'échapper de ce laboratoire. Et justement. Et c'est ce qui s'est passé à Wuhan, apparemment. Bon, je n'ai pas encore d'éléments. Oui, c'est ce qui s'est dit, hein, parce que là, on ne peut pas prouver ce qu'on dit là concernant cette histoire de laboratoire, de création de virus et tout ça, mais c'est ce qui s'est dit. Et si les États-Unis commencent à se pencher par rapport à ce sujet-là, ça veut dire qu'il y a problème parce que les États-Unis aujourd'hui, ils sont dans une situation où beaucoup de personnes, des milliers de personnes, des millions même, voire des millions même, ont perdu leur emploi. Et depuis quelques jours, je crois, il y a 2-3 jours, Donald Trump veut déconfiner alors que la situation n'a pas changé, n'a pas réellement changé. Il veut déconfiner les gens parce qu'il estime que, moi je me dis, mieux mourir de cette maladie que de mourir de faim à la maison. Parce que ce confinement, ça empêche, comment on appelle ça, ça bloque l'économie complètement. Je vais bien me rasseoir. Et nous parlons des États-Unis. Je suis content d'apprendre qu'il y a un président courageux américain, très courageux, qui s'appelle M. Donald Trump, qui a vocation à déconfiner. Je suis en train de parler des États-Unis. Mais avant de dire ce que je pense dire dans les minutes qui suivent, je vais faire une sorte de récap. Hong Kong, l'année dernière, au mois de juillet, août, il y a eu des manifestations à grande échelle qui ont vu dans la rue plus de 10 millions de personnes. Ouais. Ces manifestations étaient pro-démocratiques, où on réclamait le départ de la chef du gouvernement, Madame Carrie Lam, qui est pro-Pékin, qui est soutenue par Pékin. Et nous savons qu'en réalité, d'après le statut de Hong Kong, c'est une province rattachée à la Chine. Et les États-Unis avaient leur part dans ces manifestations-là. Cette histoire, ce vent de démocratie, entre guillemets, qui est semé partout.
la Chine s'est vue forcée de mettre tout un contingent militaire pour pouvoir cesser ces manifestations-là. Ouais. C'est une guerre de position que nous avons dans le monde. Ce n'était pas seulement pour Hong Kong. Il y a eu ce Et je crois que vent-là. ce qui a même plus ralenti ces manifestations, c'est cette maladie. Voilà. Donc, Tout comme les gilets jaunes en France. tout comme les gilets jaunes en France, Ouais. avec du moins tous les mouvements sociaux revendicateurs en Ouais. Europe. Mhm. Et il y a eu cette guerre et nous avons là-dedans la guerre avec des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Si les États-Unis aujourd'hui, je suis navré, sont en position de faiblesse, il faut qu'ils reconnaissent leur part dans le déclenchement de cette guerre-là. Parce qu'au vu des éléments et des données que nous avons, qui sont devant nous, quand je dis des éléments et des données qui sont devant nous, c'est quoi? Mhm. Aujourd'hui, le marché de l'industrie a été délocalisé. Ça veut dire que ce n'est plus un seul pays qui a, Le monopole. ce monopole-là de faire comme il veut, de fabriquer Ouais. tel objet, de faire ceci. Et les Chinois ont joué la ruse, le plus beau jeu de la ruse de l'histoire qui soit. Ça veut dire qu'ils ont occupé un ensemble de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un Camerounais qui est à Douala, qui est un gars qui se bat, porte une babouche de demi écrit sur sa Louis Vuitton, mais il ne sait pas par quel mécanisme il réussit à porter ça. Ouais. Donc, ils ont réussi à battre tout le monde à ça. Donc, lorsque les États-Unis lancent cette guerre commerciale-là, il fallait qu'ils s'attendent à ce que ça puisse leur échapper entre les mains parce que les données, les cartes, contrairement à ce qu'il y avait hier, ne sont plus les mêmes. Les cartes ont été redistribuées. Et je peux dire pour un départ que ça penchait beaucoup plus en faveur de la Chine. Ok, et dans le cas où si réellement ce virus est né dans un laboratoire, est-ce que pour vous, ce serait, on peut parler de technique de terre brûlée à ce niveau-là? Euh, bon, si c'est né dans un laboratoire, on peut parler de technique de terre brûlée. Je dirais peut-être que la technique de la terre brûlée a toujours existé. Ça veut dire quoi? La politique du chaos que les Occidentaux ont passé le temps à pratiquer. Oui, Ça veut dire, bon, d'accord, comme vous ne cédez pas ou nous on veut ceci, ouais. on balaye tout justement pour vous démontrer, on sème le chaos pour vous démontrer qu'en réalité c'est nous ceux qui pouvons être sauveurs dans cette situation-ci. Mhm. Mais j'ai envie de rire pour dire que, il y a un moment donné, cette technique de terre brûlée ne marche plus. Pourquoi? Lorsque vous décidez de brûler la terre, elle peut également vous brûler, vous le brûleur. Ouais, Donc c'est le premier risque que vous courez. effectivement. Donc ça me rappelle le premier enseignement dans l'école des explosifs. La Parce première que, juste pour appuyer ce que vous dites, on dit que le nombre de personnes qui sont décédées en Chine, comparativement aux chiffres qui sont donnés, sont supérieurs à ces chiffres. je n'ai peut-être pas toutes les informations dessus, mais nous savons dans le monde entier Oui, tout c'est ce pas des qui, informations, c'est tout pas ce des qui, informations officielles. Hein. voilà, tout ce qui a toujours touché aux catastrophes. Mhm. Les chiffres officiels en réalité n'ont jamais été donnés. Oui, Pourquoi? Il y a une certaine, il faut la maîtrise de la population, la maîtrise de ça. Mais maintenant, il faut pour chaque gouvernement pour chaque État qui est la plupart du temps concerné par la dite catastrophe, il faut un certain niveau mesurer elle-même si elle est capable de faire face. Il y a tout ça. Ouais. Et donc, ce n'est pas un État ne va pas se rendre compte qu'un gouvernement qu'une catastrophe est en train de lui échapper entre les mains et se livrer elle-même. Personne ne ferait ça. ça c'est vrai. Je pense même pas moi, je ne ferais Non. cela. Pas du tout. Donc, il ne serait pas surprenant d'apprendre que peut-être les choses seront à la hausse. Mais quelque part, ça, moi je dis, c'est une interpellation aussi à la Chine. Nous sommes aujourd'hui, le monde aujourd'hui, on fait croire, on dit, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, que nous sommes dans un village planétaire. Ouais. Moi, je souris face à ça parce que je dis, mais c'est faux. Depuis que le monde est, nous avons toujours été dans un village planétaire. Ouais. Et quel a été le comportement de la Chine après ces problèmes? La Chine a décidé de devenir la grande silencieuse. Alors je pose la question de savoir comment est-ce que dans un monde comme celui-ci, qui est aussi dynamique que celui-ci, et qui, les ères passant, nous sommes à l'ère du verso aujourd'hui, est de plus en plus dynamique, vous décidez de jouer la grande silencieuse. Mais Mais à votre avis, lorsque Donald Trump accuse la Chine de cacher des informations par rapport à ce virus, pour vous, qu'est-ce que cela veut révéler en réalité? Est-ce que il y a eu des accords cachés au cours duquel normalement on crée le virus, on a l'antivirus, on vous passe la formule et tout, mais après, la Chine peut-être n'a pas passé le code. ça reste des allégations, mais Oui, des allégations, la des première suppositions. information que moi, Parce que nous, ce qu'on essaie de faire ici, c'est vraiment de penser différemment. Parce que les gens parlent de cette maladie, on relaie les mêmes informations, mais nous, on veut aller là où soulever un peu ce qui se dit tout bas. On le met, on essaie de comprendre ensemble. voilà, c'est bien, on essaie de comprendre.
La première information que cet état de choses nous donne, c'est que les États-Unis ont perdu la main. Quand je dis perdu la main, c'est pourquoi. Lorsque la maladie commence et qu'aux États-Unis elle se manifeste, les politiques Avec des milliers avec de des morts. milliers, au départ, on se rappelle très bien qu'au départ, les Ils ont, politiques américains sont ils ont sortis. dépassé le pic de 1000 morts sous 24 heures. Voilà. Au départ, le gouvernement américain est sceptique. Ils disent non, la maladie, c'est lorsqu'elle prend une certaine ampleur qu'ils sont obligés de reconnaître que non. Oui, Là, la parce qu'au- maladie. Au départ, Donald Trump, je me rappelle, il avait bien dit, les États-Unis sont prêts. Voilà. Ouais. Donc, c'est avec le temps que, bon, ils sont obligés de revoir que non, ce n'est pas ce qui se passe. Et aujourd'hui, comme vous dites, voilà, on voit comment la manifestation de la maladie se propage. Mais moi, quand aujourd'hui Donald Trump veut déconfiner, j'ai dit, voilà un monsieur courageux. Mais avant de dire ça, en termes d'accord secret entre les États réellement, j'ai salué, nous avons vu Donald Trump voir le président nord-coréen marcher avec lui, c'était historique, oui. Mais maintenant, réellement, comme je disais tantôt, les États-Unis ont leur part dans la guerre commerciale qui a été déclenchée et qui arrive à ce stade-ci. Arrêtez, c'est vrai, nous sommes dans une reconfiguration mondiale de l'échiquier politique, géopolitique mondial. Ouais. Lorsque Donald Trump veut déconfiner, moi je salue cela. Pourquoi je veux m'expliquer en 2-3 mots. D'accord. On ne peut pas. Comment est-ce qu'on fait face à une maladie et on dit aux gens entrer en confinement? Ça veut dire que face à la maladie, vous reculez. Ouais. Comment peut-on être en zone de guerre et on passe le temps on dit comment, à replier? À replier, voilà. Mais même si la maladie, prenons un exemple, sur un terrain de bataille. Même si vous êtes sur l'échelle 10 et que votre adversaire est sur l'échelle 2, si vous passez le temps à replier, il va vous battre à la fin. Yeah. Parce que quand vous... Ah, c'est logique. C'est logique, quand vous repliez, vous accusez le coup. Et le fait de replier, vous subissez des pertes. Ça veut dire que même si lui reste à 2, si vous repliez 4 fois, il est fort probable que vous vous retrouviez à 2 comme lui. Et là, il y aura égalité. Je suis sûr que tel que c'est parti, vraiment, il va falloir un miracle pour que vous sortiez de là vivant. L'ennemi va vous battre à plate couture. Ça sera un échec et mat incroyable et sans vue. Donc, on dit aux gens, confinement comme j'ai vu. Mais moi, je souris d'abord. Il fallait bien qu'on arrive. C'est bien comme ça les États-Unis qui donnent le temps, qui disent aux gens que les gens meurent de faim. Ouais. C'est bien comme ce sont les Américains. Oui, 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 oui. Donc, vous n'avez pas pensé qu'en étant confiné, on peut mourir de faim. Même celui qui a l'argent à un niveau, ça ne va pas suffire. Parce que peut-être il se disait que si quelqu'un parvient à amasser des nourritures pour un mois et tout, ils vont s'en sortir. Mais combien de personnes peuvent se permettre cela? Même en amassant des nourritures, je vais dire que vous êtes sérieux avec vous-même. Je me suis amusé à demander à un grand frère au quartier, grand frère, admettons, je pose une question bête, si la maladie dure 50 ans, vous allez rester confiné 50 ans. Il a souri et j'ai compris qu'il me comprenait et j'ai souri, oui. Je suis parti. Ça, donc, vrai. Sincèrement, même si vous me dites que j'ai je ne sais pas, j'ai la banque, j'ai toute la banque centrale, je ne sais pas de quel pays dans ma poche, je ne veux pas me livrer à ça. La vie, j'ai dit tout à l'heure, elle est dynamique. C'est quelque chose qui bouge sans cesse. Ouais. Vous me demandez de rester confiné, ça veut dire que je ne bouge pas. Effectivement, les économistes disent que dans les pertes réelles qui sont faites pour les entreprises, les pertes réelles de leurs revenus, ils ne vont jamais les récupérer. Parce que quelqu'un qui reste un mois sans travailler, comment est-ce qu'il va gagner tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il a eu comme perte en entrée? Voilà. On a eu des hôtels qui ont fermé et tout, des entreprises qui ont fermé et mis les employés à la porte. Cette question me permet de revenir. Parce que on vit au jour le jour. On travaille, on gagne de l'argent. On ne travaille pas, on perd. J'aime cette question, j'ai envie de l'adorer. Cette question me permet de revenir à l'Afrique. Vous voyez, tout à l'heure, je parle du Cameroun, mon très beau pays, et je parle de la période 2010-2020. Ouais. Des crises que nous avons traversées. Et maintenant, je vais ajouter à ça, en début de ce propos, les crises que vit le monde. Ça veut dire les changements que connaît le monde. Quelle est la voix de l'Afrique? Que dit l'Afrique par rapport à tout ce qui se passe dans le monde? J'ai souvenance des feux en Amazonie et du clash que cela a créé entre M. Macron, le président de la France, et M. Jair Bolsonaro, le président brésilien, qui lui a dit ouvertement de s'occuper de ses affaires et qui lui a rappelé le drame de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ouais. Que dit l'Afrique? L'Afrique est sans voix. L'Afrique ne dit rien, l'Afrique ne pense rien.
J'étais très en colère, très énervé au début des manifestations de cette maladie. Mais après, je me suis ressaisi. Je me suis dit, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire, je vais penser. Alors, j'ai pensé la maladie. Je me suis dit, voici la vraie retraite spirituelle donnée à l'Afrique cadeau. Comme jamais, une retraite spirituelle ne sera donnée à l'Afrique cadeau. Ce moment permet de repenser le monde qui est au bord du gouffre, qui a échoué à tous les niveaux. Nous sommes dans un monde où on nous parle d'écologie. Je veux reconnaître qu'il y a une relation. Il y a une relation intrinsèque entre l'homme et l'arbre. Mais il faut reconnaître que l'homme passe avant l'arbre. Quel est ce monde-là où on veut nous faire croire que les arbres passent avant les hommes et qu'il faut préserver les arbres au détriment des hommes? Non, je ne pense pas. Aujourd'hui, on parle d'économie, c'est amusant. S'il faut voir l'économie de cette manière-là, je ne dis pas ça, mais s'il faut voir l'économie de cette manière-là, j'ai envie de dire longue vie au corona. Juste pour essouffler les gens et voir. Effectivement, juste pour recadrer un peu ce que vous essayez de développer là, ça me rappelle directement cette histoire où on parlait de il y a trop de gens sur la planète. Qu'est-ce que c'est là s'il y a trop de gens, ça veut dire qu'il faut une réduction de la population, c'est ça? Voilà, c'est très bien, vous évoquez quelque chose. C'est un programme qui a été pensé par les Occidentaux, on a dit réduction de la planète. Ouais. Et curieusement, les personnes qui ont pensé ce programme-là sont les personnes qui détiennent le plus d'argent sur cette terre. Ça veut dire non seulement les gens travaillent plus et eux ils s'enrichissent, mais ils ne sont pas contents. Maintenant ils veulent diminuer la population pour être eux plus riches. Mais maintenant quand eux ils disent diminuer la population, de quelle population ces gens parlent? Parce que c'est facile pour que les gens entendent que bon, il y a un programme qui vise à diminuer la population, mais il faut aller chercher, creuser. Ouais. Et aujourd'hui, curieusement, après qu'il y a eu ce vent-là qui dit qu'il faut diminuer la population, il y a des virus qui font rage, il y a des guerres qui s'intensifient. Ouais. Ça veut dire que quand je dis ça, j'ai envie de penser à un très beau pays. Depuis l'existence de la planète, depuis les créations des organismes internationaux, le seul organisme qui n'a jamais connu de crise, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Ah, comme par hasard. Comme par hasard. Et curieusement, cette fameuse Organisation mondiale de la santé, depuis qu'elle existe, il y a moins de tranquillité en matière de santé que de scandales et de crises. Ouais. Curieusement, nous passons de crise en crise. Quand Oui. ce n'est pas la grippe aviaire, c'est Ebola. Quand ce n'est pas Ebola, maintenant c'est coronavirus. Pour ne pas remonter à beaucoup plus loin que Des ça. maladies bizarres Voilà. tout le temps. Des maladies bizarres. J'observais un jour l'ouragan Katrina, je fais une parenthèse. Je me suis demandé comment on fait pour donner un nom à un ouragan. On discute avec l'ouragan et l'ouragan nous dit que je m'appelle Katrina. Et si je fais le parallèle avec ce que nous disons, on a discuté avec le virus a dit comme j'ai la forme de la corona, appelez-moi coronavirus. Je m'interroge parce que chaque fois, il y a toujours des noms, on nous dit des scientifiques, H5N1, des choses un peu compliquées du genre, que eux seuls comprennent. Mais vous faites ça comment? Donc je disais tantôt que, tel que c'est parti là, c'est curieux que nous avons des organismes comme des instances comme ça, mais nous vivons ce que nous vivons là. Il y a matière à interrogation. Ouais. Aujourd'hui, des entreprises, pas de fermeture, pas de cela. Je ne suis pas... on va m'excuser, hein, mais vraiment, je ne vais pas faire dans le cœur des femmes avec eux. Quelle est la voix de l'Afrique? Je veux que la voix de l'Afrique, moi je dis pour la voix de l'Afrique, que le monde est à repenser, que les gens doivent se lever et repenser. Aujourd'hui, le corona a réussi à balayer toutes les actualités. Ouais. En juin prochain qui est là, devant nous là, nous allons vivre un événement. Moi, je le dis. L'événement, c'est la fin définitive du franc CFA. Je veux que des économistes, des brillants économistes soient déjà en train de penser l'alternative de l'économie. D'accord. Comme vous parlez d'Afrique déjà, et puis de cette histoire de réduction de population et tout, on va revenir sur le CFA dans une autre édition. Mais revenons à cette maladie et sa propagation. On a observé que entre cette propagation, entre les contaminations de nombre de personnes qui guérissent et le nombre de décès en Afrique, vraiment, on a observé que c'est relativement faible, cette propagation, cette maladie. Depuis qu'elle a atteint le continent noir, alors que tous les organismes internationaux nous font savoir que en Afrique, on a les systèmes de santé les plus précaires et les moins organisés. Qu'est-ce qui explique alors que jusqu'à présent, l'Afrique parvient à contenir cette maladie?
Dieu est juste et bon. Je vais commencer mon propos comme ça. Ça aura l'air amusant et fou. Euh, j'avais demandé, je sais plus, je demandais quels sont. Il y a souvent ces organismes internationaux, FMI et tout ça, font parfois des classements où ils disent tel pays, ceci. Et je m'étais interrogé sur les mesures, les critères d'objectivité qui basent ces classements-là et tout Ouais. ça. Mais Et les intérêts qu'il y a derrière. justement, Parce que ce n'est jamais les Africains qui font qui ces font ces classements. classements et en réalité, personne ne sait jamais sur quelle base ces classements se sont faits. Ouais. Quand la maladie commence au Cameroun, j'observais un phénomène. Il y avait des gens avec des choisibs, des Camerounais avec des choisibs Croix-Rouge qui étaient postés près de tous les peut-être 500 mètres ou 1 kilomètre, Ouais. avec des À seaux chaque d'eau, carrefour. voilà, avec le logo OMS UNICEF dessus. Et un jour, finalement, ça me semble peut-être 2 3 jours, j'ai été interloqué, je m'arrête, je demande bon, je dis bonjour. Je dis de quoi est-il question? Et on me dit on lave les mains avec le savon. C'est une mesure, si c'est une mesure d'État, je n'ai rien contre. Mais de savoir que des gens vont se placer avec des chasubles Croix-Rouge et vont me dire on lave de l'eau on lave les mains avec de l'eau et du savon. De l'eau qu'ils ont puisé chez moi et du savon qu'ils ont acheté chez mon boutiquier, j'ai matière d'interrogation. Il faut qu'on recadre des gens. Ce n'est pas l'ONU qui vient m'apprendre à me laver les mains. Dans le monde entier, l'espace qui a le plus d'eau, c'est l'Afrique. Ouais. Ça veut dire que s'il y a des gens qui vont En apprendre abondance. aux gens à se laver, c'est nous les Africains qui allons Ouais. apprendre à tout ce monde-là à se laver. C'est pas l'ONU ou l'UNICEF ou l'OMS qui va m'apprendre à me laver les mains avec l'eau et du savon. Ouais. Donc je tiens à recadrer ça. Et si j'évoque l'Égypte, la boucle est bouclée. Je tiens d'abord à recadrer à ce niveau-là. D'accord. Donc, pour moi, on va m'excuser, mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est que ces instances-là aillent au bout de leur folie. On va m'excuser du terme. Pourquoi je vais appeler ça folie? Parce que depuis des années, il y a des crises, jamais vous n'avez les solutions. Mais le fait curieux, c'est que vous faites croire aux gens que non, c'est eux qui sont le plus en danger. Et à chaque fois que quelqu'un sort avec une pseudo-solution ou bien solution, quelque temps après, la personne disparaît. On a vécu ça avec le virus du VIH, Voilà. SIDA. Toutes les personnes qui se sont prononcées dans le sens de venir avec la solution contre cette maladie, ces personnes disparaissent. Et très souvent, c'est des comment on appelle ça, les thérapeutes, Les naturopathes. les naturopathes, voilà. Les naturopathes qui viennent avec des solutions disparaissent. Vous avez évoqué tout à l'heure le pourquoi l'Afrique est moins touchée. Avant de dire en 2 mots pourquoi, le président français avait annoncé un don quand la maladie commençait. Ouais, Il il prévoit dit tous ces organismes. tous ces organismes il pour disait l'Afrique. déjà que l'Afrique, J'ai même appris que il y aura des milliers de morts, il faut les- se préparer au pire les et tout. ménages, Oui, les ménages sénégalais ont eu de l'argent. Mais je trouve ça amusant et je demande, quand tout à l'heure je lançais l'appel à la responsabilité, à la responsabilisation, ouais. que les Africains essaient d'être un peu responsables. Une maladie chez ton voisin qui a déjà tué sa femme, qui tue ses enfants, qui est en train de finir avec sa génération, avec sa postérité. Ouais. Et lui, le voisin, propose de t'aider. Ce n'est pas bête. Trop bizarre. On va m'excuser du propos dur, mais il faut un niveau qu'on arrive là parce que les faits sont devant nous et les faits sont graves. La France a atteint plus de 500 morts en 24 heures. Voilà. Ils ont piqué à plus de 500 morts en 24 heures et c'est eux qui veulent aider l'Afrique. C'est leur statistique, c'est paradoxal. C'est paradoxal. Alors que au Cameroun, par exemple, on est dans la vingtaine, je crois, de Voilà. décès. C'est Depuis que ça a commencé. c'est paradoxal et ça doit davantage interpeller les Africains. Et il y a plus de guéris que de malades. Voilà. Le ratio est bizarre quand même. J'ai une théorie autre de la médecine. Pour moi, quand je regarde les continents, d'après le peu que j'ai observé, ce que j'apprends, je dis en réalité, un virus tel que je vois là, n'a pas en réalité les capacités de sévir en Afrique. Il ne peut pas. La forêt équatoriale que nous avons est le poumon de la Terre. C'est connu de tout le monde. Ouais, Et partout en Afrique, il y a les arbres. Il y a l'eau, il y a les arbres. ouais. Donc nous avons une Et faune et beaucoup de flore médicaments sont qui faits sont à partir, des plantes. de ces Donc, plantes-là nous pouvons qu'on retrouve beaucoup plus en Afrique, bien sûr. Nous ne pouvons donc pas avoir une faune et flore qui est densément riche ou qui est aussi riche que celle-là et pouvoir souffrir d'une certaine chose. Vous devez déjà savoir que même au niveau, par exemple, quand on parle des cachenets, au niveau de l'air que nous respirons, si vous vous retrouvez dans une forêt n'importe où dans le pays, vous allez constater que l'air est différent. Et ça, Vous c'est savez vrai. ce que vous respirez. L'air est pur.
Donc, la manifestation de la maladie, c'est j'ai envie de penser bêtement que même si on lance Corona dans cette terre, la Corona aura du mal à se mouvoir. Pourquoi? Cette terre-là est pure. Juste pour faire une parenthèse, hein, depuis que ce confinement a été lancé en Inde, par exemple, on a observé que le ciel a changé. Il est devenu bleu. Parce que c'est l'un des pays les plus polluants de la planète quand même. C'est toujours eux, les Occidentaux. Mais lorsqu'il faut accuser, ou bien il faut voir ceux qui font pitié, ceux qui donnent la pitié au monde, on parle toujours d'Afrique. Aujourd'hui, le monde. Et actuellement, tout à l'heure, vous aviez parlé de l'Afrique doit penser après Corona, surtout à partir de juin. Et depuis quelque temps, on voit le positionnement que les Occidentaux tentent de faire alors qu'ils n'ont pas fini avec Corona. Ils essaient déjà de se positionner en Afrique. On a vu avec la France qui tente de venir avec les 7 millions, combien d'argent là, pour le Cameroun. Le, Est-ce que ce n'est pas dans le sens de préparer le dialogue euh, pour la reconduction du contrat sur le CFA? Leçon politique de base. Chaque fois que les États occidentaux se sont retrouvés à mal, qu'est-ce qu'ils ont fait pour inverser la tendance? Balançons ça au niveau de l'Afrique. Ça veut dire qu'au niveau médiatique, même Mhm. s'il faut utiliser le mensonge, parce Oui, qu'il faut bien que nous en parce que arrivions là, ils là. sont en train de dire que bah voilà, l'Afrique a des problèmes, l'Afrique n'aura pas les moyens de contenir cette maladie, et bizarrement, cette maladie n'est pas assez propagée, il y a plus de guéris que de, que de décès. Il faut aider l'Afrique en annulant ses dettes. Quelles dettes? Euh, Entre l'Afrique et l'Europe, qui doit à qui? je disais tantôt que c'est le même baratin que ces gens nous servent depuis des années. Ça veut dire chaque fois qu'ils ont un problème majeur, à leur niveau, on fait tout pour balancer au niveau de l'Afrique et dire voilà, Ouais. c'est eux qui ont des problèmes, c'est eux qui méritent ceci. Mais à ce niveau, c'est avec la maladie coronavirus, ils se sont retrouvés pris à leur propre jeu. Vous ne pouvez pas tuer ce qui fait votre condition d'existence. Alors les Européens n'ont pas compris que les temps, les cycles de l'humanité changent. Alors au lieu de s'asseoir, préparer vraiment une vraie négociation, pas les fantasmagories qu'ils ont mis sur pied depuis un certain temps, nous avons vu avec les camps en Côte d'Ivoire, non. Mais préparer réellement un terrain, elle s'est plutôt engouffrée dans sa logique selon laquelle non, c'est nous qui sommes super puissants, nous ne devons pas. Vous expliquez comment que Macron, devant les ambassadeurs en 2018, et ce 2017-2018, il reconnaît que l'Occident est à genoux, mais après il leur dit dans le même jour comment rebondir, il leur dit voici comment ça va se passer. Et c'est le même Et jeu, tout va se passer en Afrique parce et que, c'est comme oui, c'est les c'est- Chinois avaient déjà compris ça depuis c'est plus de de la même 20 ans. manière, et c'est comme ça que ces gars, ils fonctionnent. Mhm. Mais Mais non, qu'est-ce qui fait peur à l'Europe actuellement par rapport à l'Afrique? Qu'est-ce qui fait peur? ce qui fait peur, c'est simple. L'humanité se joue en Afrique. Le monde, le devenir, le destin du monde se joue en Afrique. Maintenant, il y a un souci. Le souci, c'est quoi? Les populations dans le monde en général entier sont vieillissantes et le seul espace où il y a où la population est en train de renaître, où la population vit à Oui, un certain niveau, c'est bien l'Afrique. en Afrique, Ça oui. veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de démographie même seulement, c'est eux-mêmes qui ont fait les estimations comme d'habitude. Oui. Ils savent que nous serons beaucoup plus nombreux que eux. Et effectivement, pour parler de cette histoire de démographie, c'est depuis, je crois, en 2004 que cela a commencé, cette histoire de démographie. Le nombre d'habitants, selon eux, de la planète est en pleine croissance. Et cette augmentation est beaucoup plus exponentielle en Afrique. Et d'ailleurs, l'espérance de vie a grimpé en Afrique de 6 ans. Ils ne comprennent pas pourquoi. Et le nombre de morbidité et de mortalité régressé en Afrique. À l'opposé, le continent européen est celui qui voit le recul de sa population. Euh, Ils ne comprennent pas pourquoi. Non, c'est facile à comprendre, c'est simple à comprendre. Ouais. Aujourd'hui, en termes de géopolitique, avec le canevas médiatique, il y a des questions qu'on ne peut pas éviter. Lorsque vous avez certaines pratiques, j'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous en sortir parce qu'en réalité, c'est une sorte de... on dit chez nous, dans le langage de quartier, vous courez dans le sac. Mhm. En réalité, c'est une manière, c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Pour utiliser une expression peut-être un peu plus adéquate. Mhm. J'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas vouloir tuer ce qui fait votre condition d'existence. Ça veut dire quoi? Les plus grandes économies, les économies se sont toujours
ont toujours au plus bas d'Afrique, Ouais. elles ont refusé d'admettre et de reconnaître ça. Et elles ont mis des politiques sur pied pour continuer à freiner. Pourquoi est-ce que les politiques français ne disent pas à un enfant français de 7 ans qui, lorsque vous voyez un de son déjeuner à l'école, il est effrayant que pour que lui mange comme ça, il faut qu'un Camerounais roule la moto dans la boue sur, je ne sais pas, 3 4 5 kilomètres. Il faut qu'on dise la vérité aujourd'hui. Et ils sont surpris d'avoir ce qu'il y a autre chose. Quand vous légalisez, quand vous décidez, vous, de réduire la population du monde, en sachant que dans vos programmes, vous avez légalisé des choses comme les LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, Ouais. où vous permettez que les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux, et les mariages sont célébrés jusqu'à Oui. l'instance vaticanaise. Justement, juste pour recadrer un peu ce que vous dites et de donner quelques chiffres selon ces organismes internationaux, toujours, qui disent que ils ont observé que la population chinoise, depuis un certain temps, devient de plus en plus vieillissante. Et la vieillesse en Chine va très vite. Et puis, d'ici quelques années, 20-30 ans, la Chine ne sera plus, n'aura plus le monopole de, du nombre d'habitants le plus élevé au monde. Ça sera certainement l'Inde parce que les Chinois, avec la population qui est vieillissante, eux aussi accouchent de moins en moins. C'est un peu comme l'Europe, quoi. Est-ce que ça ne rejoint pas ce que vous dites Justement, ils se tuent eux-mêmes, je ils disais, n'accouchent pas parce que les femmes et les hommes, les femmes se marient entre elles, maman 1, maman 2 pour les enfants, pareil pour les hommes. Hein. avant de tomber sur la Chine, je terminerai en disant, je disais, quand vous légalisez des choses comme ça, ce sont des choses qui nient l'humanité en réalité, qui tuent l'espèce humaine. Ouais. Je vais aller sur une base simple avant d'arriver à la Chine. Si mon papa avait été comme ça, je ne serais pas né. En fait, nous qui parlons, si nos parents avaient été deux, moi j'appelle ça deux pour parler en langue française, avaient été homosexuels, nous ne serions pas nés. Ça c'est clair. Alors rien que pour ce fait-là, moi je ne peux pas être homosexuel. J'adore les femmes, j'aime les femmes. Mais vous ne pouvez pas me demander d'aimer un homme comme moi. Et ils disent que les Africains qui épousent beaucoup de femmes, c'est pas normal. Lorsque un voleur veut voler, il crée la théorie du vol pour démontrer qu'il doit voler. Ils jouent toujours sur le terrain Je finis de voler et après j'ai interdit le vol dans le quartier pour pouvoir garder ce que j'ai et pouvoir menacer les autres. Non. Quand je dis ça, je vais arriver au niveau de la médecine. Aujourd'hui, si la Chine se trouve dans une situation, vous vous rappelez qu'à un niveau, pour contrôler la démographie, le gouvernement chinois avait décidé de la politique de l'enfant unique. Oui. Alors on a commencé à tuer les enfants. Ouais. Et là, on a oublié que dans le processus vital, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui naissent. On a oublié de faire toutes ces références-là. Maintenant, autre chose. Je vais toucher le domaine de la santé parce que c'est prioritaire. Aujourd'hui, ce que nous voyons nous démontre que ce que nous avons en termes de médecine, ça ne vaut pas la peine. On va m'excuser. Ouais. Que l'on m'excuse, mais ça ne vaut pas la peine, c'est des foutaises. Nous avons une médecine qui fait plus que tuer, que sauver des gens. Ouais. On enseigne à nos frères qui sont dans les écoles que le docteur guérit, que le docteur soigne, c'est Dieu qui guérit. Mais depuis des années, qu'est-ce que nous voyons? Les médecins se comportent comme si c'est eux qui étaient Dieu, ils sauvaient. Ouais. Mais maintenant, plus ils se comportent comme ça, plus ils tuent des gens et c'est ce que nous voyons. Oui. Maintenant, je ne vais pas m'arrêter à ça, je vais aller jusqu'aux pratiques même que nous avons en médecine. Les gens qui font des dissécations humaines, ça veut dire des chirurgies et tout ça. Du moins, toutes les pratiques, je peux dire au moins 90% aujourd'hui, d'après ce que j'observe que nous avons, ne contribuent pas à élever l'homme, ne contribuent pas à maintenir l'homme. Pas du tout. Et elles contribuent plutôt à diminuer. À diminuer l'homme. Oui. Parce que toutes les personnes qui subissent ces opérations vous avez... ont Par exemple, lorsque aujourd'hui vous avez une chirurgie, avant d'arriver à la chirurgie, je vais commencer par une césarienne qu'on fait une femme. Cette femme-là, elle a déjà un pied dans la tombe, elle est diminuée à vie. Effectivement. C'est de même Il y a des choses qu'elle ne pourra plus faire. Elle ne pourra plus jamais faire. C'est de même pour celui qui subit une chirurgie à un certain niveau. Pendant un certain nombre d'années, non seulement le fait d'avoir subi cette chirurgie-là, vous conditionne par rapport à un certain nombre de choses. Vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. Vous devez continuer à prendre un ensemble de produits pharmaceutiques taillés sur mesure et tout ça. Pendant ces années-là. On a vu ça avec le VIH, par exemple, avec les ARV. Voilà. Lorsque vous commencez à prendre ces médicaments, vous allez les prendre jusqu'à votre mort. C'est la même chose. Alors que certains, comme on l'avait dit plus haut, il y a des naturopathes qui sont parvenus à des choses extraordinaires. Donc, effectivement. Donc, c'est la même chose, par exemple, avec donc, des chirurgies et tout ça. Donc,
Lorsque vous avez cet état, je voulais aller au niveau des chirurgies, ou on voulait faire, mais à un moment donné, tout ça lâche. Je me suis retrouvé, ça lâche. Ça veut dire, je vais prendre le cas Céline Dion, d'un festival de Cannes, comme elle a débarqué, c'était pas beau à voir. Ouais. Ce n'est que pour prendre son cas, mais la plupart, à un niveau, vous ne pouvez plus supporter, même si on vous administre quoi, Ouais. même si l'on vous donne quoi, vous êtes incapable de supporter. Quand je dis ça, je vais convoquer ici la momification avant. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour retrouver des sarcophages? On retrouve des sarcophages, on retrouve des ossements humains. On vous explique, lorsque pour ceux qui ont fait un peu de recherche, je ne suis même pas encore entré en profondeur, je ne peux pas me dire égyptologue. Ouais. Si je peux dire ça, je suis apprenant débutant. Mais pour le peu que j'observe, il y avait des trucs, on retirait des organes à travers votre corps, on ne touchait pas au corps. Pourquoi en réalité, je vais faire une démonstration simple. Ouais. Lorsque nous sommes assis là, vous et moi, si un moustique vous pique, vous dites aïe. Oui. Vous dites aïe, pourquoi le moustique vous a piqué. Maintenant, l'action de la piqûre du moustique, c'est quoi? Il a enfoncé son dard dans votre peau. Oui. Pourquoi vous dites aïe? Vous dites aïe parce que vous avez mal. Vous Mal. avez mal, pourquoi? Parce que quelque chose de non-soi, on dit en génétique, le soi et le non-soi, vous a touché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce dard-là n'est pas censé se retrouver là. Ouais. De même que si j'enlève ce dard-là, je dis, je prends un couteau. Oui. Si vous mettez un couteau, vous allez vous blesser, vous coupez une veine et tout ça. Et ça va faire Effectivement. plus mal. Pourquoi? Le couteau n'est pas censé se retrouver dans votre peau. Votre Naturellement. peau n'est pas faite en réalité pour être disséquée. Il faut qu'on le dise aux gens. Donc le simple fait, il y a des méthodes pour guérir Il y a des- sans sans disséquer disséquer l'homme. l'homme. Donc il faut qu'on le dise aujourd'hui, que les gens le sachent. Le fait déjà de disséquer l'homme, Oui. ce n'est pas en soi une évolution, c'est une involution, pour employer le terme simple. Ça veut dire que vous régressez. Parce qu'il faut aussi savoir que dans la roue de l'univers existant, l'évolution, lorsque vous n'avancez pas, vous êtes déjà en train de reculer sans vous rendre compte. Naturellement. Quand j'ai dit ça, je vais convoquer un autre exemple. Aujourd'hui, il y a des gens qui se tapent, on dit maladie des nerfs. Oui. Les nerfs, quelqu'un te dit j'ai mal aux nerfs et il va à l'hôpital, on lui fait des prescriptions médicales et tout ça. Je me suis toujours, tout le temps que je me suis penché sur cette affaire, je n'ai jamais rien compris. Et je suis sûr que même si le plus grand spécialiste, je ne sais pas quoi, le plus grand médecin, ce taga m'expliquait ça, je ne comprendrais pas. Pourquoi je ne comprenais pas? C'est simple. Tout à l'heure, quand je convoquais la piqûre du moustique, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi est-ce que vous dites aïe? Vous dites aïe parce qu'il y a un nerf Oui. qui a envoyé l'information à votre cerveau selon laquelle piqûre de moustique et ça fait mal. Mal. C'est pour ça que vous tapez directement en disant aïe. Oui. Le corps humain de votre premier cheveu au dernier orteil est un tissu de nerfs. Ça veut dire qu'il y a des nerfs entre eux, mais c'est quelque chose de formidable. C'est en ça que l'homme est la plus belle machine, la plus merveilleuse machine humaine qui soit. Ouais. Ça veut dire qu'il fonctionne de manière simultanée. Lorsque je parle, je fais ces mouvements-là. Le fait de parler fait en sorte que j'ai une gestuelle corporelle. En fait, j'ai une gestuelle corporelle qui vient je peux dire, de ma gestuelle articulative. Naturellement. Mais maintenant, oui, c'est regardez, je logique. fais en même temps que je bouge les doigts, je parle et tout ça. C'est Oui. tout mon corps qui bouge. Pas seulement de l'extérieur, mais également de l'intérieur. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces filaments-là, ces nerfs-là sont comme des sortes de filaments qui communiquent entre eux en temps réel. Ouais. C'est une matrix unique dans le monde. Donc ça veut dire en même temps qu'il y a l'information, le système ici qui fait, qui dit oups, qui fait ceci, en même temps au niveau de l'orteil, et ça va comme ça tout le temps, chaque fois qu'un homme est vivant, ça ne s'arrête pas. Oui. Maintenant, lorsque j'ai dit ça, voilà les nerfs présentés, donc ce sont ces filaments-là. Maintenant, quelqu'un vient devant moi et me dit qu'il a une maladie de nerfs. Et moi, parce que je suis médecin, Oui. je lui dis, ok, voici des médicaments. Oui. Bon, ces filaments-là, qu'est-ce que ces médicaments vont faire? Ces médicaments vont... je veux comprendre, parce que même quand quelqu'un dit qu'il a le mal de nerfs, ces filaments-là, qu'est-ce qui se passe? Ça s'est tendu? C'est comment? Ça résonne plus? Je veux comprendre. Maintenant, ces médicaments-là, ça vise quoi? Et maintenant, quelqu'un va prétendre vouloir soigner les nerfs. C'est sérieux ça? Non, c'est une fouguerie, il faut qu'on le reconnaisse. En fait, il y a D'accord. beaucoup de choses qui sont devant nous qu'on manque d'observer, c'est une fouguerie. D'accord. La maladie aujourd'hui, la plupart du temps, je peux le dire aujourd'hui, nous avons deux problèmes qui font en sorte de nos maladies. Nous avons l'alimentation, nous avons notre activité Et sexuelle. effectivement, pour revenir à cette maladie dont nous parlons, qui est le Covid-19, l'une des carburants qui permet à cette maladie, l'un des carburants qui permet à cette maladie de se développer dans le corps, c'est justement la mauvaise alimentation. On a observé que les personnes qui sont les plus atteintes sont les personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, les
les personnes qui ont des problèmes du cholestérol, justement, cardiovasculaire, les personnes diabétiques, hypertendues, et ainsi de suite. Et par rapport à cette maladie, c'est justement pourquoi aux États-Unis, il y a plus de personnes noires qui sont touchées parce que ces gens sont mal nourris. Elles mangent beaucoup, mais elles sont mal nourries. Et à contrario en Afrique, ce qui fait en sorte certainement, personne ne parvient à l'expliquer réellement, mais on se dit que c'est à cause de l'alimentation, peut-être, ou bien la naturopathie, on ne sait pas. La naturopathie tire son essence déjà des herbes. Et justement, la naturopathie, quand on en parle, dernièrement, on a observé une star camerounaise qui est Longuet Longuet, qui s'est filmée en train de faire, comment on appelle ça, une infusion des feuilles, des plantes qu'il a chauffées. Et il a dit, nous combattons le corona. Est-ce que vous pensez que la- le, le retardement, sinon le fait de contenir cette maladie du Covid-19 en Afrique est sûrement dû à cette naturopathie? Parce que jusqu'aujourd'hui, par exemple, le nombre de personnes qui sont guéries, on n'a jamais expliqué comment on les a soignées. Alors, je ne voudrais pas répondre à votre question en disant oui et non. Et je vais reposer le préalable que j'ai dit tout à l'heure. Dieu est bon et juste. Pourquoi je le dis? En réalité, la même plante qui soigne est également la même plante qui tue. Ça, il faut le dire, il faut le savoir. Ça veut D'accord. dire une herbe peut soigner, mais elle peut également tuer. Tu es. Mais maintenant, si aujourd'hui nous sommes dans un état de choses qui veut que nous sommes plus vivants que morts, c'est parce que c'est aussi un message que Dieu envoie aux gens, aux uns et aux autres. Tout à l'heure, j'ai évoqué la Chine. Et je disais qu'elle doit faire attention. Elle doit faire très attention. Que le monde en réalité a toujours été un village planétaire, ce n'est pas avec les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme on veut nous faire croire. Ouais. Alors nous ne pouvons pas être dans un monde qui est un village planétaire. Vous décidez de jouer la grande silencieuse. Comment s'est comportée la Chine? La Chine ne s'est pas tellement comportée si différemment que ça des autres. Ça veut dire, dans l'affaire, on prend notre butin, Ouais. qu'elle se ressaisisse. Donc, c'est un message que Dieu envoie, mais beaucoup plus. Tout à l'heure, j'ai envie d'insister là-dessus, la voix de l'Afrique. La voix de l'Afrique. Que dit l'Afrique? Aujourd'hui, même si tu es caché dans, je ne sais pas dans quel trou, l'on viendra t'y chercher. Et si tu ne te prononces pas, l'on t'y délogera Ouais. et on fera de toi ce que l'on veut. Que dit l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique pense de tout ce qui se passe? Qu'est-ce que l'Afrique propose comme alternative? Qu'est-ce que l'Afrique décide d'avoir comme positionnement? Parce que les pays africains qui ont réellement suivi tout ce que les Occidentaux ont recommandé, aujourd'hui on voit le Rwanda par exemple, qui demande de l'aide, une grosse dette qu'ils ont demandé à, à, à la Banque mondiale pour subvenir aux besoins de la population. Parce que le confinement a été total. On a le Gabon qui est dans la même situation. Et les pays africains qui ont suivi partiellement ces recommandations s'en sortent avec une situation légèrement différente. Monsieur l'ingénieur, lorsque vous convoquez le Rwanda, j'ai envie d'applaudir. Monsieur Paul Kagame est un très grand économiste, comme on nous a toujours dit, qui a développé son pays en un clin d'œil. Ouais. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui qu'il soit en train de demander un prêt? Et on n'a jamais à expliqué la comment Banque il a fait mondiale. pour développer ce pays-là. Parce que Bon. on ne comprend pas d'où vient la source Il est de ces moyens. multimilliardaire et on ne connaît pas d'où vient la source de financement. Et pourtant, on la connaît et elle est devant les gens et on fait comme si on ne voit pas. Il y a beaucoup de dossiers qui seront réglés en Afrique, Dieu merci, parce que Dieu lui-même est en train de remettre de l'ordre dans la géopolitique Lui-même. internationale, lui-même en personne. Oui. Il y a Parce qu'il a longtemps laissé quand même. Voilà. Il y a un ensemble de choses C'était injuste. qui vont être réglées, des injustices à grande échelle. Comment M. Paul Kagame, j'ai beaucoup de respect pour lui. Comment fait-il pour être multimilliardaire? Et Vous sa avez un fille est pays- l'une des filles les plus riches en Afrique. Oui, vous avez un pays à son comme le âge. Rwanda, Oui. qui est limitrophe à un pays comme la République démocratique du Congo. Ouais. Et nous avons une partie de la République démocratique du Congo qui est en proie des guerres depuis des années, malgré la présence qu'on peut interroger
des Nations Unies là-bas. On ne sait pas ce que les Nations Unies font, mais la guerre n'est jamais finie. Ouais. Il y a un ensemble de choses qu'on ne comprend pas. C'est déjà fait très compliqué. Oui. Il a fallu que M. Kabila somme ces gars de partir, encore qu'ils ont même refusé. Oui. Mais vous avez un voisin... Selon les ondis, c'est que c'est eux qui continuent à alimenter cette guerre. Non, il faut qu'on sorte des ondits. Aujourd'hui, beaucoup de faits sont un peu trop têtus. C'est pour ça que moi, j'ai envie de me concentrer et de me consacrer sur la voix de l'Afrique. Qu'est-ce que la voix de l'Afrique dit? Parce qu'il faut qu'on cesse d'être des plaisantins et qu'on cesse d'être irresponsables et immatures à un certain niveau. Non. Qu'est-ce que la voix de l'Afrique dit? Les faits sont devant nous et des gens passent le temps à faire comme s'ils ne voient pas. Il faut qu'on cesse en Afrique cette histoire-là que vous avez 40 ans mais vous vous comportez comme si vous aviez 2 ans. Ça doit finir en Afrique. Chacun doit pouvoir prendre ses résolutions à bras le corps, dire voici ce qu'il y a. J'attends, c'est le moment. J'ai vu des politiques faire des choses. J'ai vu certains, j'ai entendu, il y a eu des marches. Pas j'ai entendu. J'ai vu des gens faire des marches blanches. Mais j'attends des propositions concrètes et sérieuses. Où sont-elles? Et je n'attends pas des propositions concrètes et sérieuses, pas seulement en médecine parce qu'il y a Corona, mais dans tous les plans, dans tous les domaines. Nos États sont un peu essoufflés. Et Dieu merci, le Cameroun est un pays extraordinaire. Vraiment, je veux saluer ici, et je ne manquerai pas cette émission, saluer Monsieur le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Paul Biya. Je tiens à dire que c'est un exemple que nous avons rarement eu. Monsieur le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Paul Biya, sincèrement, je suis jeune, mais à vous voir, vous donnant envie de faire de la politique. Vous faites rêver, Monsieur le chef de l'État. Tellement il y a de la finesse là-dedans. Vous êtes en train de nous dire, ce message que vous nous adressez, c'est que la politique, c'est pas pour les feignants, c'est pas pour les idiots, c'est pas pour les gens de quartier, les buveurs de Chapalo. Oui, il faut le dire. C'est un art noble, c'est l'art le plus noble qui soit. On ne le fait pas parce que... c'est même pas pour les milliardaires, on ne fait pas parce qu'on est né... Diriger un peuple. Un peuple, c'est avec toutes les différences culturelles, ethniques et tout ce qui... C'est lourd, ça. Justement. C'est quelque chose de noble, c'est quelque chose d'élevé. Ça demande de l'élévation, ça demande de la hauteur, une grande hauteur, j'ai envie de dire. Et pour ça, j'ai envie de lui dire merci. J'attends des gens responsables. Je veux voir que des gens soient responsables et posent des actes responsables. Pour la première fois, que des gens soient sérieux. Moi, je veux me consacrer à ça, la voix de l'Afrique. Que dit la voix de l'Afrique? Que dit la voix de l'Afrique? Quel est le positionnement des Africains? Je veux voir dans tous les domaines des économistes faire des plans, des choses jamais vues. Comme quelqu'un me demande la solution, je vais lui dire, je n'ai pas ça au fond de toi, va chercher. Ce que je dis aujourd'hui, je suis allé chercher. Qu'est-ce que je fais pour dire ça? Peut-être on va essayer, je ne dis rien, mais voilà. Je veux voir des choses extraordinaires. Vous avez ce potentiel-là, il est en vous. Mais décidez d'être sérieux. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune école au monde où on apprend à être responsable. C'est ça la mauvaise nouvelle. Oui, mon cher frère, monsieur Chalibo. Ça, c'est vrai quand même. Il n'y a aucune école dans ce monde où on va apprendre... C'est la vérité. Oui. On va apprendre à être responsable. Je suis sûr que peut-être ce que je suis en train de dire là, n'est-ce pas? Ma maman est décédée, mais je suis sûr que peut-être si je lui avais demandé, maman, je dis ça ou je ne dis pas, elle m'aurait dit, mon fils, ne t'engage jamais dans cette voie, je suis sûr. Mais je fais comment me voici, je suis là aujourd'hui. Donc j'attends que des gens soient responsables. Effectivement. Qu'ils fassent des choses, qu'ils soient capables. Et quand je le dis, je sais que j'ai le regard penché sur cette jeunesse camerounaise. Jeunesse camerounaise, la maladie coronavirus va passer. Je m'adresse particulièrement à vous parce que vous êtes la relève de l'humanité, vous devez le savoir. Et vous devez prendre votre responsabilité à main. Et là, ce n'est pas des histoires de gamins, ce n'est pas des histoires de copinage, des histoires de boissons, non. Vous devez sortir de là et prendre votre destin à main. Il y a à faire, il y a quelque chose à faire, il y a un coup à jouer et c'est jouable. Oui. Vous devez sortir de vous, vous devez faire sortir ce potentiel-là que Dieu a mis en vous, qui dort depuis des millénaires en vous. Et le délai, c'est à partir de juin. Parce qu'il est là. Non, j'ai même envie de dire que ça a commencé parce que nous sommes déjà en train de parler. S'il faut attendre au juin, on risque de repousser ça à je ne sais pas quelle autre date ultérieure. Non. D'accord. C'est maintenant. Depuis qu'il y a Corona, on ne fait que repousser. Non. Le délai, ça a commencé. Il y a ça, c'est en vous. Je veux voir des gens responsables. Je veux voir des gens dignes. Je veux voir des hommes d'honneur, des vrais, des véritables hommes d'honneur. C'est maintenant que je veux voir ça. Où sont-ils? Et là, vous comprenez que la politique, ce n'est pas fait pour les milliardaires. Ce n'est pas fait pour certaines catégories de personnes comme on veut faire croire. Ce n'est pas fait même pour certains intellectuels. On va m'excuser. Non. La politique, c'est quelque chose de noble. Ça demande un trop grand sens de la compréhension de la chose humaine. Oui. Lorsque je m'envole souvent, j'aime à dire... Oui. Il y a des choses, à un moment donné, que le charnel humain ne peut pas traduire. Il y a des choses de l'esprit que le charnel humain ne peut pas interpréter. Alors, à défaut de pouvoir les interpréter comme il se doit, parce que ça n'a pas ça ne peut pas descendre au charnel humain, on fait avec ce qu'il y a. Oui.
on fait avec ce qu'il y a. D'accord. À vous qui nous regardez, je suis sûr que vous êtes déjà un peu surpris de l'angle que cet entretien est en train de prendre. Mais en réalité, il faut comprendre que David Toto, je l'avais dit depuis le début, c'est un chercheur indépendant et un penseur libre. C'est pas anodin parce que il est le porteur d'un projet, la Bantu Academy, qui est un projet à caractère... non, il va le dire lui-même. Merci. La Bantu Academy. Dites-nous quelque chose par rapport à cela. Voilà, je suis la petite personne qui a mis sur pied la vision Bantu Academy. C'est un projet, j'aime le présenter comme un projet associatif. Je peux aussi dire un projet communautaire, comme étant ceci que c'est un projet qui réunit des personnes dans le volet social, le volet éducatif, dans le volet beaucoup plus social, éducatif et artistique. Voilà. Là-dedans, nous avons vocation de créer de nouvelles choses. Quand je parle d'artiste, le volet artistique, c'est sur tous les domaines. J'ai envie de dire, nous nous basons sur les 7 principaux domaines, la littérature, la peinture, l'architecture et le reste. Ça veut dire tous ces jeunes-là ou toutes ces personnes-là, pas seulement les jeunes, qui veulent exceller ou qui veulent faire quelque chose dans ces domaines-là, nous sommes ouverts à eux. Et maintenant, pour le côté social, c'est que ensemble, nous nous asseyons et nous pensons, nous sommes en train de penser comment est-ce que, à tous les niveaux, en termes social, nous pouvons accompagner les gens. Je refuse d'employer ici le terme venir en aide. Non, viens pas en aide à quelqu'un. Dieu est là pour nous tous. Je refuse de me donner. Ça sera trop. Ouais. Nous accompagnons les gens qui sont comme nous. Parce que nous sommes des frères. Je veux prendre une illustration assez bête. Je suis sûr que si mon frère a de quoi manger, il va avoir moins de raisons de m'en vouloir et il m'en voudra moins. Ouais. C'est même pas que je le dis, c'est la vérité. Si dans un quartier, il y a une barrière, il y a une personne qui a une très grande barrière devant chez lui et que les autres, il n'y a aucune autre barrière, ça vaudrait... une des premières réflexions qu'on aura, c'est lui mange bien. Et quand les autres auront faim, la première chose qu'ils voudront, c'est défoncer sa barrière et lui faire sa peau. Ouais. Et je vous assure que si ça cuit, il est la première personne avec sa famille qui va en pâtir. Donc, ce volet social-là, pour nous, ça vise à accompagner les gens. Mais également, beaucoup plus accompagner les gens en leur donnant une vision de la vie. Ça veut dire quoi? Moi, je fais souvent des sondages aux gens. Je demande aux gens, qu'est-ce que vous voulez? Nous nous rendons compte que les gens n'ont plus de projet de vie. Ou ce qu'eux, ils appellent projet de vie, ce sont en réalité des calques. Pour les gens aujourd'hui, par exemple, pour les Africains, être riche, c'est avoir une maison en barrière, c'est avoir 1 ou 2 voitures là-dedans, ouais. C'est avoir un certain standard de vie, faire des courses au supermarché et tout ça. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Ces maisons en barrière en réalité éloignent les gens des uns des autres. Je disais ma mère Kacho que vous voyez comment vous, nos parents, vous êtes terribles. Je trouve que vous êtes terribles. C'est pour ça que j'en appelle à la responsabilisation et à la responsabilité. Et ça, c'est vrai. Ces barrières mettent vraiment des barrières entre les gens parce que on vit ça, par exemple, ici dans la ville de Douala où nous sommes. Lorsque vous êtes dans les quartiers tels que Bonapriso, quand vous marchez dans la rue, vous marchez tout seul. Hein? Vous êtes voisins, mais on ne se connaît pas, on ne se dit pas bonjour. Oui. J'ai dit à cette maman-là que maman, vous avez grandi au village ou ici même. Vous n'aviez pas de barrière. Au village, vous connaissiez tout le monde, vous vous connaissiez entre vous. Ça veut dire quand moi j'arrive au village, je suis nouveau, je vais me dire que là c'est l'oncle, là c'est le frère. Et on va aller comme ça de maison en maison. Au point on va faire tout le village. Mais aujourd'hui, vous voulez que nous grandissions dans des maisons en barrière. Est-ce que c'est sérieux? Ça veut dire j'ai un cousin, je ne le connais pas. Ça veut dire qu'eux, ils étaient déjà confinés depuis très longtemps. Ils ont l'habitude. Voilà. Aujourd'hui, je peux draguer ma cousine sans savoir. Ça peut aller loin peut-être. Je peux même lui coller un bébé. Pourquoi? Parce que simplement, nous ne nous connaissons pas. Oui. Ça a l'air anodin, mais ce sont des choses assez graves. Mais ce sont des choses plus graves encore que nous savons qu'il y a un aspect culturel. Et c'est des choses qui sont arrivées. L'exemple que vous avez pris là. Ce sont des choses qui dénotent du fait culturel que nous avons perdu. Oui. Donc dans le social, nous avons cette vision culturelle là que nous voulons en quelque sorte remettre sur pied, rétablir. Dire aux gens non. Nous avions une vision, ayez des projets de vie. Et là on va m'excuser, mais pour moi je peux le dire aujourd'hui. Avoir une maison en barrière et 1 ou 2 voitures, c'est pas un projet de vie que l'on m'excuse. Que les gens cessent d'avoir des garanties. Regardez ce qui se passe dans les rencontres. Moi, j'aime beaucoup faire les rencontres avec les gens. Vous savez, j'apprends des gens, j'observe les gens. Je disais encore, les gens, vous regardez dans les relations sentimentales, si on veut, les gens veulent des garanties. Ça veut dire, lorsque vous abordez une jeune fille, elle regarde votre allure. C'est vrai, l'allure compte. Mais pour moi, la seule chose qui compte sur l'allure, c'est la propreté. Ça veut dire, même si quelqu'un a un short, ou je ne sais pas, il a porté quoi, s'il est propre, pour moi, ça va. J'estime que c'est le seul critère véritablement objectif. Mais vous allez voir que non, c'est pas la propreté qui importe les gens.
surtout peut-être nous-mêmes, nos jeunes filles. Ouais. Elle observe l'allure, ça veut dire elle a une estimation de vous. Si là, vous avez mis, je ne sais pas, vous êtes le genre, il y a une boucle, elle évalue. Ouais. Si, bon, vous n'avez pas ça, vous avez peut-être une montre, Ouais. elle évalue à combien votre montre peut coûter. Si vous avez une chemise ou je ne sais pas quoi, Un petit elle évalue costume. donc, comme on dit, elles aiment dire de la tête aux pieds, Oui. elle vous Elle évalue calcule. et elle voit, bon, il coûte comme ça devant moi. Oui. Et maintenant, elle va chercher à savoir si vous avez un salaire, vous avez un emploi, quelque chose de régulier qui fait en sorte que elle va se dire, si je suis dans une maison avec lui, il peut payer, il peut me donner à manger, il peut payer ma télévision, il peut payer ma greffe, il peut payer ceci, cela. Excusez-moi, hein, je vais dire ça aux gens, mais c'est pas un projet de vie. Aujourd'hui, la jeune fille, avant on disait que aujourd'hui on dit d'aujourd'hui que celui qui ne connaît pas manipuler un ordinateur est un analphabète pour sortir. Oui. La jeune fille qui pense comme ça, excusez-moi, n'est pas une femme pour sortir. Donc, nous insistons sur ce volet social-là. Et comme je disais tantôt, il y a le volet social, il y a le volet artistique, et il y a le volet éducatif. D'accord. Quand on sait un peu d'éducation, ça veut dire voir comment est-ce qu'on peut aussi accompagner l'État à apporter un plus. D'accord. Effectivement, voir comment accompagner l'État pour apporter un peu plus. C'est avec ces mots que nous allons sortir de cette émission. Où vous avez un dernier mot par rapport à cette maladie et tout ce qu'on s'est dit ici. Mot de fin. Un mot de fin, c'est mon appel à la responsabilité, à la responsabilisation. J'insiste là-dessus. Le Cameroun de demain sera ce que chaque Camerounais individuellement et tous les Camerounais ensemble auront décidé qu'il soit. Le Cameroun, ce n'est pas une affaire de monsieur le président ou des politiques ou du gouvernement, non. Le Cameroun, c'est une affaire de toi et moi. Je salue ici, une fois de plus, le concept qu'a mis sur pied le chef d'État, le concept Armée-Nation. Il faut que les gens comprennent ça. Le chef d'État, c'est un visionnaire, ma parole. J'ai dit tout à l'heure qu'il me donnait envie de faire la politique. Ouais. C'est un visionnaire. Dans le concept Armée-Nation, moi, je vais le redire en mes termes à moi. Le concept Nation, c'est que chaque Camerounais est un soldat. Il faudrait que chaque Camerounais soit prêt à défendre cette patrie au prix de son sang. Et défendre cette patrie, ce n'est pas seulement porter une tenue militaire, aller dans un front de guerre, non. Défendre cette patrie, c'est un comportement de tous les jours. C'est une conscience élevée de ce que veut dire le terme Cameroun et de la compréhension d'être Camerounais. Et chacun peut le faire là où il est. Chacun peut le faire là où il est. Oui. Chacun dans peut le faire média, partout où vous pouvez le dans faire. la musique. Même en faisant votre pouce au marché, même en vendant vos avocats, Effectivement. vous pouvez le faire. Et vous avez même, j'ai même envie de dire, le devoir de le faire. Juste pour appuyer ce que vous dites, une fois j'ai vu sur les réseaux sociaux deux jeunes garçons, deux jeunes qui ont attrapé une jeune fille qui avait versé la saleté juste à côté d'une poubelle. Juste à côté, ils l'ont arrêté et pendant que l'un filmait, l'autre l'a obligé à ramasser ces ordures-là et de reverser dans la poubelle. Donc ils ont joué les soldats. Voilà, c'est un cas patent pour dire aux gens qu'il y a des quartiers à Douala qui font preuve d'une saleté extraordinaire. Ouais. Je me suis amusé à penser que, mais avec toutes ces saletés, il y a des gens qui là-dedans parviennent même à faire l'amour. C'est effrayant. Non, ce n'est pas au gouvernement de venir vous demander d'essayer d'être propre dans votre milieu, que ça soit propre, non. C'est à vous de le faire. Oui. Donc, j'en appelle à la responsabilité de tout un chacun. C'est une affaire qui nous concerne tous. D'accord. David Toto, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes et vous serez l'invité permanent de cette émission Pile et Face. En tant que consultant, nous vous disons merci. Chers téléspectateurs qui nous regardez en ce moment, nous vous disons aussi merci. Je suis Chouaïbou Gambo qui présente cette émission et à la prochaine pour une nouvelle édition.